Bonjour à toutes et à tous, nous sommes réunis pour ce troisième plateau du Salon Business Industry, plateau télé consacré à la robotique mobile. Vous pouvez suivre ce plateau en direct sur le site internet de l'événement businessindustrie au pluriel-dijon.com. Il sera également accessible en replay dès que nous aurons terminé notre échange, en particulier l'échange que je vais avoir avec Sacha Stojanovic. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Sacha. Vous êtes le fondateur et le PDG de Meanwhile, une entreprise basée près de Lyon, créée en 2017. Vous employez 21 collaborateurs. Et votre métier, c'est la conception et la fabrication de robots mobiles à navigation naturelle, une nouvelle génération de robots. Faites-nous un peu rêver, Sacha. À quoi ils ressemblent, ces robots, d'abord, et à quoi servent-ils ? Bonjour, merci pour votre accueil. Ces robots, à quoi ressemblent-ils? On va dire R2D2, c'est peut-être ce qui... Pour les fans de la Guerre des Étoiles, on voit tous. Mais oui, on est tous fans de la Guerre des Étoiles et des vrais, qu'on soit bien d'accord. Oui. On parle bien des vrais premiers, c'est-à-dire les 4, 5, 6. Et donc R2D2, oui, c'est ce qu'il y a de plus ressemblant, tant par, on va dire, le design que par la philosophie. D'accord. Et juste, je ne veux pas m'étaler, mais pour que vous compreniez quand on dit philosophie, vous voyez... Parce que la philosophie de R2D2, c'est un concept qui m'intéresse beaucoup. Oui. Sacha, on vous écoute. R2D2 n'a pas une voix humaine. Oui, c'est vrai. Quand il s'exprime avec un langage qui est un langage machine en réalité. Et voilà, philosophiquement, nous sommes très attachés à ça. Chaque chose a sa place. Une machine est une machine et l'être humain fera le reste. Voilà. Bien. Alors, elle fait quoi la machine précisément ? Alors nous, effectivement, nos robots mobiles ont donc pour vocation à transporter et plus précisément à soulager toutes les collaboratrices et les collaborateurs dans ce qui a à transporter alors que ce n'est pas leur rôle fondamental. L'exemple le plus précis, le plus simple à comprendre est donc le robot Exupimed qui est dédié aux établissements de santé et qui permet aux infirmiers et aux infirmières d'économiser 10 millions de pas par an. Et pendant ce temps-là, Meanwhile, les infirmiers et les infirmières s'occupent des patients. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus à faire la logistique, c'est-à-dire à transporter les médicaments d'une chambre à une autre ou au bloc. Oui, bien sûr, parce qu'aller chercher un médicament à l'autre bout de l'hôpital parce qu'il y a une urgence, amener un échantillon de sang, aller chercher des dispositifs médicaux, les poches de chimiothérapie, que fait-on encore? Les poches de sang bientôt à Amiens. Ben voilà, c'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est le contact humain, venir soulager les patients, expliquer effectivement ce qui se passe aux familles. Et c'est pour ça que les infirmiers et les infirmières ont signé ce qu'on appelle un diplôme d'état d'infirmier et c'est bien ce qu'ils veulent faire. Ouais. Voilà. Alors concrètement, c'est des petits robots type R2D2 qui se promènent dans les couloirs de l'hôpital en transportant tout ce qu'il y a à transporter. C'est comme ça que ça se passe. Oui, alors ils le transportent, ils naviguent dans des couloirs qui sont occupés aussi bien par du professionnel que du public, et y compris. Et c'est là, effectivement, que la technologie joue un rôle prépondérant, y compris avec un enfant de 3 ans qui a échappé à la vigilance de ses parents temporairement, en toute sécurité. Le robot va prendre les ascenseurs, naturellement, ouvrir les portes, appeler le personnel lorsqu'il est arrivé dans le service, etc. Voilà. Et donc, il va venir s'intégrer vraiment, on va dire, intuitivement dans une infrastructure déjà existante en étant le plus discret possible parce que voilà, ce qu'on lui demande, c'est de rester à sa place. Il est capable de réagir en temps réel à l'imprévu, c'est-à-dire la personne qui s'arrête, la personne qui chute, la personne qui change de direction, l'enfant que vous avez évoqué qui surgit d'une chambre. Oui, alors après on peut rentrer un peu, mais légèrement, parce que je ne veux pas, on va dire, embêter avec tout l'aspect technique, mais on utilise ce qu'on appelle de la vectorisation de trajectoire, c'est-à-dire qu'on est même capable d'anticiper la trajectoire d'un individu, et en fonction de la trajectoire, la vitesse à laquelle la personne se déplace, le robot va prendre des décisions sur sa propre trajectoire pour éviter d'embêter la personne. Et naturellement, tout ce qui est statique, dynamique, le robot va le contourner, et jusqu'à le couloir est complètement obstrué parce que voilà, il y a un brancard qui est mis là au milieu du couloir dans un hôpital et que le robot, lui, voilà, sa limite de fonctionnement, il n'a pas la capacité à bouger le brancard. Il va prendre la décision de faire demi-tour, de prendre un autre chemin parce que voilà, il doit délivrer urgemment quelque chose. Voilà. Ces équipements, ces robots sont déjà en service dans des hôpitaux français ? Oui, ils sont déjà en service d'une part dans des hôpitaux comme le CHU de Nantes qui a été l'un des premiers utilisateurs, le premier était le CHRU de Nancy, Cholet,
5 ans et cette semaine même, la PHP a reçu son premier robot. Donc l'assistance publique au PO de Paris. Exactement, voilà. C'était une certaine fierté pour nous parce que c'est tout simplement les plus gros établissements français. Le mois prochain, sans citer le nom, nous signons avec un établissement en Belgique. Donc nous commençons l'international. Et aussi, donc deuxième point, ce qui est vraiment important, c'est que nous sommes dorénavant sélectionnés par une plateforme d'achat qui est UniAchat et qui fait que n'importe quel établissement public de santé français peut acheter nos robots sans mise en concurrence, sur catalogue et surtout sans appel d'offres. Vous avez donné l'exemple de l'utilisation de ces robots dans la santé. Dans d'autres domaines également, dans l'industrie, on peut imaginer qu'ils ont également une grande utilité. Oui, parce que la santé a été le début de l'histoire de Meanwhile, puisque pour tout vous dire, et sans m'étaler de trop, c'est que l'idée de ce robot, c'est mon épouse qui l'a eu lorsqu'elle était infirmière urgentiste pédiatrique aux hospices civils de Lyon, précisément en 2008. Donc vous voyez, il y a 15 ans de cela. Toujours est-il, parce que l'industrie, la robotique est une histoire depuis une cinquantaine d'années, donc voilà, ils ont l'habitude de la robotique. Donc lorsqu'on a proposé ce concept au départ en fin 2017, et plus précisément début 2018 au groupe Gitect, qui est implanté juste à côté. Ouais. Naturellement, ils ont su comprendre les points positifs de cette solution et très rapidement, ils ont acquis le premier robot que nous avons vendu. Aujourd'hui, un groupe comme Gitect a 2 robots Exupilift que nous exposons sur notre stand, ici que vous pouvez voir en mouvement. Et nous avons des clients à notre catalogue comme le groupe ST Microelectronics qui, lui, en 2 ans et demi, nous a fait installer une vingtaine de robots, vous voyez, dans leur atelier. Gitect, en l'occurrence, donc équipementier automobile, hein, dont l'unité de production se trouve à Chevigny-Saint-Sauveur, à côté de Dijon. Ce sont des robots du même type, en tout cas avec les mêmes fonctionnalités que dans les hôpitaux, où on est sur des modèles qui sont différents, plus évolués, ou sur des missions différentes? Alors c'est une question qui est précise. Donc, nous utilisons la même technologie que nous appelons le SLAM Monte Carlo, qui est un algorithme de déplacement de robots mobiles. Mais effectivement, les modèles de robots sont foncièrement, on va dire, différents parce que nous allons répondre à des différentes problématiques. Nos robots, nous avons aujourd'hui une douzaine de robots à notre catalogue. Nos robots ont quasi, si ce n'est pas 100% de nos robots, ont été co-développés avec nos clients. Donc le robot Exupilift a été co-développé avec le groupe Gitect, parce que le groupe Gitect avait des problématiques qu'ils nous ont partagées et où, effectivement, pour lesquelles, tout du moins, la robotique mobile pouvait apporter des solutions. Et donc voilà, et cela a donné naissance à Exupilift, qui aujourd'hui vous retrouvez au sein du groupe Pierre Fabre, que vous retrouvez chez ST Microelectronics et que vous retrouvez dans d'autres sociétés qui sont des sociétés plutôt des sociétés industrielles manufacturières. Voilà. Olivier Schimpf, merci d'être sur ce plateau aussi, directeur technique de Robotics Valais. Qu'est-ce que vous inspire ce témoignage de la société Meanwhile sur la robotique mobile? Alors la robotique mobile, c'est un sujet dans l'industrie pour soulager, comme tu le disais tout à l'heure sur la partie médicale, pour soulager les opérateurs, pour éviter de déplacer des charges lourdes. Pour l'autre point, et peut-être que tu pourras en parler sur l'impact écologique des Fenwick qui se déplaçaient, des chariots élévateurs qui se déplaçaient avec donc qui sont gros, qui marchent au gasoil. Et la robotique mobile permet de supprimer ces gros chariots élévateurs. Et l'autre point sur la partie lean, je pense que c'est un sujet sur lequel vous travaillez aussi, sur la partie lean, donc livrer des petites charges, mais plus rapidement et plus souvent pour les opérateurs. Donc c'est vraiment un axe de développement pour tout l'aspect logistique des entreprises. Et la robotique mobile est un sujet dans le panel de la robotique. On le voit dans l'industrie depuis de nombreuses années, c'est la coexistence, la cohabitation des robots et des humains. Alors souvent des robots fixes, entourés avec une zone de sécurité à l'intérieur de laquelle il ne faut pas entrer. Ça, c'est en train de changer aujourd'hui à toute vitesse sous nos yeux.
Justement, les solutions de robotique mobile permettent d'être vraiment en collaboration. Ce que disait tout à l'heure Sacha si vous allez voir la démonstration, le robot, on se met devant lui, il s'arrête et il trouve un autre passage pour pas nous faire pour pas nous endommager. Et du coup, c'est à lui de s'adapter plus qu'à l'humain. Sur Dijon, il y a plusieurs entreprises qui ont de la robotique mobile comme ça. Et le robot est vraiment un collaborateur. Un collaborateur dans lequel il vient chercher la palette quand l'opérateur a fini de faire son travail. Et si l'opérateur passe devant la robotique mobile, le robot mobile, le robot s'arrête, attend que l'opérateur soit passé et continue son parcours. Il faut se souvenir de l'histoire de la robotique, donc une cinquantaine d'années. Donc dès le départ, lorsqu'on a commencé à mettre des robots dans l'automobile, chez General Motors aux États-Unis, nous nous sommes rendus compte, alors moi j'y étais pas naturellement, mais les roboticiens, les pionniers que l'on appelle maintenant de l'époque, se sont rendus compte de la dangerosité de la machine. Et donc naturellement, très rapidement, ils ont sécurisé l'environnement, et ce qui a donné en Europe, par exemple, des directives machines comme la 2006-42-CE. Et il a fallu attendre un monsieur qui s'appelle le professeur Colgate en 1996, donc un chercheur américain qui travaille dans un laboratoire de recherche dont j'ai oublié le nom. Et c'est bien le professeur Colgate qui a mis en avant la possibilité de travailler en collaboration, en coactivité, en cohabitation, et qui a inventé ce terme de robotique collaborative qui a donné ensuite naissance à la cobotique. D'accord ? Et donc c'est depuis qu'effectivement... sous l'impulsion du professeur Colgate, au milieu des années 2000, que des différentes directives machines, notamment la 2006-42-CE, ont commencé à être modifiées, qu'on a eu l'autorisation d'enlever les grillages ou les barrières immatérielles et de faire en sorte que le robot soit en capacité d'observer son environnement. Et c'est pas si vieux que ça, 6-7 ans, on a commencé à avoir le droit de toucher les robots qui étaient en activité. Il faut préciser que les robots, la technologie que vous proposez était interdite en France jusqu'à il y a 10 ans à peu près. Exactement, voilà. Il y a une dizaine d'années en France, parce qu'on en avait peur. En Europe, parce que les directives faisaient que, parce que la technologie à l'époque n'était pas fondamentalement prête, les directives interdisaient que vous approchiez de trop près d'un robot qui était sous tension, et interdisaient encore plus, si on peut l'exprimer ainsi, de toucher un robot qui était sous tension et qui était en mouvement. Voyez ? Et donc il a fallu attendre effectivement cette modification dans les années 2013-2014 pour que on puisse déjà identifier les responsables dans l'éventualité qu'il y ait un problème, donc en l'occurrence ma personne concernant Meanwhile, et surtout donner l'autorisation effectivement de commencer à faire des preuves de concept et à déployer. Donc il y a 10 ans en arrière, vous ne pouviez pas voir ce genre de technologie effectivement dans les hôpitaux et les industries. Alors Sacha, vous parlez tout ça, très très bien de tout ça, parce qu'il faut dire que vous avez écrit un livre qui raconte l'histoire de la robotique. Ça s'appelle 100 ans de robotique et l'humain bordel, que vous avez coécrit avec Patrick Monassier, un livre édité au bénéfice de la Fondation des Hospices Civils de Lyon en 2022. Je le précise parce que il y avait en plus une dimension solidaire dans ce travail de recherche historique et d'écriture. Cette technologie, elle fonctionne, on ne va pas entrer dans la technique, on est bien d'accord, mais elle utilise aujourd'hui de l'IA, elle utilise des algorithmes et des dispositifs qui rendent possible l'utilisation de ces robots en milieu de vie, j'allais dire, et a fortiori en milieu hospitalier. Vous savez, lorsque vous discutez avec certains professeurs informatiques d'IA, ils vous disent on appelle l'IA tout algorithme qu'on n'arrive pas à bien comprendre. Et à partir du moment où on arrive à le comprendre, on l'appelle l'algorithme. Vous voyez ? Donc qu'est-ce qu'est vraiment l'IA ? Moi, je préfère laisser l'IA historique à Minsky, McCarthy, Turing en 1950-1956, avec la définition de l'IA de l'époque. D'accord ? Aujourd'hui, nous préférons parler d'algorithmes complexes. Effectivement, il existe des systèmes d'algorithmes complexes qui sont auto-apprenants, d'accord ? Qui sont donc capables, avec des réseaux de neurones assez complexes, assez profonds, de modifier des paramètres que l'on n'arrive pas à bien comprendre, d'où la notion d'IA. Nous utilisons plutôt des algorithmes plutôt que de l'IA, d'accord ? C'est-à-dire que il n'y a pas une profondeur si énorme, si vous voulez, dans nos algorithmes qu'on puisse s'autoriser à appeler IA, sauf si vous vous retrouvez devant un investisseur qui a quelques millions d'euros et où il est peut-être bon d'utiliser un mot-clé comme IA en espérant que vous puissiez faire une bonne négociation avec lui. Mais soyons transparents là-dessus. Le robot qui est programmé
pour aller d'un point A à un point B en passant par le couloir 1, le couloir 1 est bloqué, il décide de passer par le couloir 2. Là, on sort du programme initial qui a été imputé par un humain. Oui. Ça n'a pas de l'intelligence artificielle, ça, quelque part? Ah oui, parce qu'on a l'impression que, mais si vous voulez, si on s'amuse à décortiquer, à passer quelques jours, peut-être quelques semaines à décortiquer l'algorithme, on arriverait à comprendre le pourquoi on en arrive là, et surtout on arrive à l'anticiper. C'est-à-dire que concrètement, on arrive à dire au robot, bah voilà, lorsque tu auras depuis le laboratoire, tu devras aller en salle de pédiatrie, on préférera que tu passes par le couloir numéro 1. Toujours est-il, si le couloir numéro 1 est bloqué, on te donne la possibilité de passer où tu veux, mais on t'interdit de passer par le couloir 3, 4 et 5, par exemple, vous voyez. Et a priori, on n'arrivera pas à bien comprendre comme ça simplement pourquoi il aura utilisé plutôt le 2 que le 3. Mais si on gratte, mes ingénieurs, si vous voulez, au bout d'un certain temps, ils disent oui, il y a une certaine logique quand même. Voilà. C'est tout à fait passionnant et ça nous fait rêver, soyons clairs. On peut imaginer que demain, cette technologie soit déployée pour des robots dans tous les domaines de l'industrie, dans tous les domaines de l'économie, voire dans nos villes, voire dans nos vies quotidiennes. C'est le premier pas? Oui, par contre, vous touchez à un autre sujet, si je peux me permettre, celui de la robotique éthique. La robotique. Et qu'on appelle aujourd'hui effectivement la robétique. C'est-à-dire, il faut quand même se poser au bout d'un moment la question, selon moi, et en tant que technophile et peut-être humblement technologue, il faut se poser la question de pourquoi nous voulons faire tout ça. Voyez-vous, foncièrement, je suis étrangement contre le robot humanoïde. Vous m'auriez posé la question il y a 10 ans en arrière, qu'est-ce que je pensais de la robotique humanoïde? Je vous aurais dit, voilà, mon rêve serait d'avoir l'intelligence de développer un robot humanoïde. Parce que quand vous êtes roboticien, c'est une sorte de Graal sur le robot humanoïde. Après, si nous nous projetons dans 100 ans, dans 200 ans, nous ne serons plus là pour en parler. Mais quelle sera l'humanité, quel futur possible autorisons-nous si nous commençons aujourd'hui à mettre fortement des finances sur la robotique humanoïde, quelle humanité préparons-nous pour les générations suivantes? Est-ce que lorsque les jeunes auront 20 ans, et sachant qu'il est difficile de se mettre en couple, il est encore plus difficile de rester en couple, parce que c'est des consensus, c'est des compromis. Dans 200 ans, si vous avez des robots humanoïdes parfaits, est-ce qu'un jeune de 20 ans aura plutôt envie de se mettre en couple, ou plutôt avoir des relations avec des robots humanoïdes? Et voyez-vous, je ne veux pas être humblement, parce que mon nom sera nulle part, notre nom sera nulle part. Mais je ne veux pas faire partie de cette histoire-là. Donc faisons attention à ce que nous faisons. Toujours est-il, effectivement, nous avons une sorte de punchline chez nous qui est l'innovation n'a lieu d'être qu'à la condition qu'elle soit au service de l'être. En paraphrase Rabelais, pour tout vous dire, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais voilà, pourquoi faisons-nous les choses? L'innovation responsable, ça rejoint ce qu'évoquait tout à l'heure Olivier. Ça commence aussi par la prise en compte de la qualité de vie au travail pour ces personnes qui n'ont plus à porter de charge, par exemple. C'est l'enjeu environnemental. Il importe, il a compté dans la mise au point de votre technologie? Alors, pas au point qui a été exprimé par Olivier, parce qu'effectivement, nous, on n'a pas vocation finalement à remplacer les chariots à fourche, les Fenwick ou autres. Et on pense qu'eux aussi, ils ont une histoire à écrire, parce qu'aujourd'hui, avec les batteries, les charges à induction, etc., ils ont leur possibilité d'écrire leur histoire sur la RSE et sur la partie environnementale de la responsabilité sociale d'entreprise. Nous, on va plutôt être sur l'aspect conception, d'accord? C'est-à-dire que, par exemple, nous utilisons des plastiques. Les plastiques que nous utilisons sont des plastiques soit recyclés, soit biosourcés. Voilà. Et donc voilà, c'est notre petite pierre à l'édifice de notre responsabilité. Et notre responsabilité, elle est largement plus, elle n'est pas, elle est aussi environnementale. Mais si vous voulez, nous avons un impact beaucoup plus fort sociétal, dans le sens que nous ne voulons pas remplacer les gens, nous voulons rester à leur service. Et voilà, l'exemple des hôpitaux est vraiment le très bon exemple. Nous sommes au service d'eux. Voilà. La robétique. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier? C'est une problématique qui se pose d'ores et déjà aujourd'hui dans les entreprises, auprès des gens que vous accompagnez, cette dimension éthique, cette dimension de la prise en compte de l'humain. La prise en compte de la dimension humaine, oui, c'est sûr que c'est un sujet sur lequel on est souvent interpellé.
quand on parlait de Kobo, c'est un petit peu comme la robotique mobile, c'est pour apporter du confort à l'opérateur et c'est vraiment avec toutes les démarches RSE, tous les problèmes d'ergonomie, aujourd'hui on a beaucoup de demandes en disant nos opérateurs vont travailler jusqu'à 64 ans, comment on va les ménager pour arriver à travailler encore 2 ans ou 3 ans de plus, et ces solutions-là... Et en bonne santé, quitte à faire. Et en bonne santé. Oui. Et ces solutions-là sont prises en compte, et le côté éthique et le côté humain est pris en compte dans pratiquement tous les projets de robotisation ou d'automatisation maintenant. Et les solutions... Les solutions de robotique humanoïde, ouais, c'est sûr que ça fait rêver, mais... Ou cauchemarder. Ça fait plutôt cauchemarder, Sacha, apparemment. On est encore loin. On est encore beaucoup trop loin. Nous sommes dans un salon industriel, Sacha. Quel message vous adressez aux chefs d'entreprise aujourd'hui qui s'interrogent, qui se posent des questions, qui imaginent effectivement qu'un robot pourrait éventuellement les dépanner ou en tout cas changer le fonctionnement de leur entreprise. On commence comment? On se pose quelles questions et puis on prévoit de mettre quel budget de côté sur le budget de l'entreprise? Alors, de manière totalement transparente et responsable, toutes les entreprises, loin de là, ont besoin de robots mobiles de transport. Il y a d'autres solutions déjà existantes qui peuvent déjà répondre 100% à leurs besoins, et parfaitement. Mais à partir du moment où vous commencez à avoir des flux qui sont, on va dire, exotiques, ou lorsque vous pensez à mettre des convoyeurs, vous dites, si je mets des convoyeurs, je vais me retrouver avec ce qu'on appelle des convoyeurs spaghetti, vous voyez, des convoyeurs de partout. Là, vous pouvez peut-être vous poser la question de dire, est-ce que fondamentalement, la robotique mobile ne serait pas finalement une solution, tout ou partie, à mes problèmes? Ça, c'est une chose. Et comme je vous dis, loin de là, effectivement, toutes les PME, les ETI ont besoin de robotique mobile. Mais il y a un marché quand même intéressant parce qu'on répond quand même à pas mal de problèmes. Question budget, un robot au sein de Meanwhile, le panier moyen, il se situe aux alentours de 120 000 euros. Vous voyez, il y a quand même, on va dire, c'est un budget quand même important. Il faut être dans la capacité de mesurer un retour sur investissement. Oui. Et le retour sur investissement se fait beaucoup sur le taux de la disponibilité des machines et notamment le temps moyen de réparation de la machine, puisque notre technologie permet de faire en sorte que les collaboratrices, les opératrices plus particulièrement et les opérateurs restent au pied de la machine et lorsqu'elle tombe en panne, elle est réparée, elle est remise en route immédiatement. Là où auparavant, ils étaient obligés de courir dans l'atelier et à chaque fois qu'ils revenaient à leur machine, elle était en panne et elle était en panne peut-être depuis 5 minutes et donc c'est 5 minutes de perte de production. Et donc c'est là-dessus que vous avez un retour sur investissement et qui est vraiment fortement pas négligeable. Voilà. Donc voilà les ordres de grandeur que je peux fournir à ce stade. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous en prie, allez-y. Juste un petit dernier mot, parce que c'est très important pour moi. Oui. J'en profite d'être sur un plateau télé pour remercier, mais chaleureusement et le plus sincèrement du monde, toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de la société Meanwhile. 27 ans de moyenne d'âge. Des personnes ultra motivées, ultra engagées, passionnées. On a un turnover, alors très humblement, mais qui est proche de zéro, qui est encore à zéro cette année, vous voyez. Et voilà, je tiens vraiment à les remercier parce qu'ils ont mis le pied dans une aventure qui était folle il y a 6 ans de cela. Voilà, l'histoire nous donne raison, mais voilà, il y a 6 ans de cela, c'était quand même un pari complètement fou. Passionné, mais passionné comme vous. Voilà, donc c'est contagieux quelque part. Merci beaucoup, Sacha Stojanovic, fondateur et PDG de Meanwhile, donc cette entreprise qui conçoit des robots mobiles à Villeurbanne, juste à côté de Lyon, et qui équipe notamment JTEC ici à Dijon. Et je précise que vous êtes auxerrois d'origine, c'est la petite touche régionale qu'il est bon de rappeler quand on est ici en Bourgogne-Franche-Comté. Effectivement, et comme disait Giroud, il ne faut pas gâcher. Et premier poteau, premier servi. Merci beaucoup. Merci aussi à Olivier de Schimpf de la Robotics Valley. Merci et bonne journée. Merci.